Bonjour à tous. Merci d'être venus voir ma présentation. Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est un épisode un peu douloureux. Un épisode d'incident qu'on a rencontré chez le client chez lequel je travaille actuellement. Et ça va pas mal parler de soucis autour de la JVM. Donc, je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc, chez ce client-là, on édite un logiciel pour vétérinaires, un ERP, de manière plus vulgarisée, un logiciel à tout faire. C'est un logiciel qui est très riche en fonctionnalités. Je l'ai appris en arrivant chez ce client-là. Le milieu vétérinaire, donc la santé animale, si on le compare à la santé humaine, un vétérinaire, il est à la fois pharmacien, médecin généraliste, médecin spécialiste, chirurgien. C'est une clinique, c'est un hôpital. C'est une supérette. On peut aller chez un vétérinaire juste pour acheter un collier pour chien ou un paquet de croquettes. Il peut remplir le rôle d'une morgue aussi. On peut amener son animal mort chez le vétérinaire. C'est un entrepreneur, il a des salariés, il fait de la comptabilité, il fait des factures, il fait des ordonnances, des consultations. Il fait énormément de choses. Du coup, les logiciels de chacun de ces métiers-là, en gros, le fonctionnel se retrouve dans ce même logiciel. Donc, c'est très riche. C'est aussi un logiciel qui a fêté ses 10 ans récemment, donc un peu plus de 10 ans. Il accuse un peu le coup de l'âge, du coup. Et côté back-end, on est sur du Java. Je ne parlerai pas du front-end. Déjà parce que c'est pas ma spécialité, mais en plus pour cet épisode d'incident, ça va pas concerner la partie front. C'est un logiciel qui est devenu leader de son marché et il a une bonne forte croissance. On est à presque plus 30% de cliniques par an sur les quelques dernières années. Du coup, ça implique quelques défis. Déjà parce qu'on n'est pas une équipe immense, on est une vingtaine de techniques, de développeurs. En plus, sur ce produit-là, les développeurs, ils ont une responsabilité assez large. Ils s'occupent, alors ils décident pas des demandes d'évolution ou des corrections de bugs à faire, mais ils s'occupent de la spécification, des devs, du test, de la mise en prod, du suivi de prod. On n'a pas spécialement d'ops pour maintenir ce produit. On a juste un infogéreur qui nous aide un tout petit peu pour notre infra, mais on s'occupe sinon de tout. Dû à la forte croissance, on a toujours des charges sur notre serveur qui augmentent. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, en heure ouvrée, on est à 100 000 requêtes minutes qui arrivent sur nos serveurs. Et la volumétrie de la base ne cesse d'augmenter. Nos clients anciens continuent à créer des fiches, des dossiers médicaux, des fiches sur leurs patients. Et les nouveaux qui y arrivent pas les mains dans les poches, ils arrivent avec leur paquet de données de consultation de dossiers médicaux passés de leur patientèle. Du coup, ça commence à grossir et on a 3 bases MariaDB physiques. Et au total de ces 3 bases, ça fait 3 téras de données. C'est bon. Pour un GAFAM, c'est peut-être ridicule, mais ça commence à faire. Pour finir sur les défis, on a aussi un besoin de haute dispo. Un peu comme sur la santé humaine, les cliniques vétérinaires ont des gardes la nuit, le week-end. Si on rajoute à ça les quelques clients qu'on a dans les dom-toms, il y a toujours un utilisateur qui traîne sur notre plateforme. Alors, on a l'essentiel de notre trafic en heure ouvrée, enfin en heure de bureau classique, 8h30, 18h30. Mais on a tout le temps quelqu'un qui utilise notre produit. Donc, les interruptions de service, on en fait vraiment le minimum possible. Donc ça se compte, je pense, sur les doigts d'une main par an, les interruptions voulues pour maintenance ou autre. Et on a quand même des incidents. On en a le moins possible. Quand ça va bien, je pense qu'on en a des vrais incidents. On en a moins d'une dizaine par an aussi. Donc on se débrouille. On arrive à peu près bien à se débrouiller. Avant cet épisode d'incident dont je vais vous parler dans cette présentation, on avait migré toutes nos briques logicielles, on les avait conteneurisées, on les avait mis sur un Docker, dans des Dockers, sur un orchestrateur Kubernetes. Dans le cloud, on a refait toute notre chaîne CI/CD. On est content, toutes nos maps se font en une action. On a des logs centralisés avec une stack élastique Kibana. Et on a un monitoring de notre infra, donc CPU, mémoire, disque, réseau, sur nos VM,
les différents objets Kubernetes, les bases de données, on en a un peu plus, des slow queries, des choses comme ça. Et pour encaisser toujours ces augmentations de charge et de volumétrie de données, on optimise régulièrement des performances de certains endpoints. Quand, suite à un incident, on se dit, tiens, on aurait eu cette information-là, on aurait trouvé la cause plus rapidement, on rajoute des informations dans nos logs. Du fait qu'on a en charge le suivi de prod, on est globalement sensibilisé dans nos développements pour nous donner les outils pour bien faire ça. Donc des incidents, on en a quand même, pas forcément monstrueux, mais généralement c'est un endpoint qui tire trop de données ou qui dure trop longtemps, qui implique une charge trop importante sur une application. Donc quand on a des incidents, on met un petit peu de temps, ça peut prendre quelques heures, mais on arrive à trouver la root cause. La root cause, c'est vraiment le Graal quand on a un incident en production. En général, on a un événement initial fautif, et ensuite, par effet domino, on a plein de choses qui cassent, qui dysfonctionnent à la chaîne. Et c'est pas forcément les conséquences qui sont intéressantes, c'est vraiment l'événement initial fautif. C'est ce que j'appelle la root cause. Donc c'est vraiment de ça qu'on recherche pour résoudre nos soucis. Donc les incidents se passent et on les gère jusqu'au jour où des incidents se produisent en pagaille. On cherche, et on ne trouve pas. Problématique. Bonjour, je m'appelle Hugo Métivier, je travaille pour une société qui s'appelle Zenica. Donc mon domaine d'expertise, donc c'est le back sur des applis Java, Spring. J'ai la chance depuis 7-8 ans maintenant de travailler sur des produits où on est globalement dans une démarche DevOps, donc on a accès à la prod, on s'occupe du suivi de prod. Donc voilà, c'est des compétences que j'ai un peu acquises au fur et à mesure du temps. Dans cette conférence, dans cette présentation, c'est vraiment un retour d'expérience. Donc je vais vous dire les erreurs qu'on a faites, les choses qu'on a dû apprendre pour s'en sortir, et ce qu'on a pu améliorer par la suite pour éviter que ça se reproduise. C'est vraiment pas un tutoriel, il y a des choses qui vont avoir marché dans notre contexte, qui marcheront très probablement pas dans d'autres. C'est pas non plus un cours exhaustif. La JVM, c'est un vaste sujet compliqué. On a dû en apprendre pas mal pour se sortir de cette période d'incident, mais clairement, je ne sais pas tout sur la JVM. Bon, nos incidents, pas la peine de faire durer le suspense, c'est dans le titre de la conf, c'était clairement la JVM de notre plus grosse application, donc on appelle le monolithe, qui contient en gros 80% encore du fonctionnel de notre produit, qui était vraiment totalement malade, qui allait pas du tout, qui avait plein de problèmes. Et le problème, je vous l'ai dit un peu quand j'ai parlé de nos outillages, on avait un monitoring infra. On avait les consos, CPU, mémoire, disque, réseau. Mais d'un point de vue du système d'exploitation. Le problème, c'est que les applications Java, quand elles démarrent, ça dépend un peu du paramétrage qu'on leur donne, mais elles réservent une quantité de mémoire, et c'est dans cette zone qu'elle a réservée vis-à-vis du système d'exploitation qu'elle va allouer des choses dans sa mémoire. Mais entre une JVM qui va bien, parce que on a de la mémoire de site disponible pour faire tourner l'application, et une JVM qui va mal, et ben grosso modo, d'un point de vue du système d'exploitation, il ne peut n'y avoir aucune différence. Donc, à moins de regarder ce qui se passe dans cette JVM, il y a des problèmes qu'on ne verra jamais. Et on était bien dans ce cas-là. Pour comprendre un peu tout cet épisode d'incident qu'on a traversé, je vais avoir besoin de revenir sur quelques éléments de la JVM, du garbage collector, de la heap. Donc je vais commencer à vous parler de la mémoire d'une JVM. Donc la JVM, je pense que si vous êtes venu là, vous êtes peut-être au courant, donc c'est Java Virtual Machine, donc c'est
C'est le logiciel qu'on installe sur nos serveurs pour pouvoir faire tourner ensuite des applications Java dessus. Donc c'est elle qui s'occupe vraiment du run de notre application Java. Un des paramètres, je pense, les plus connus qu'on peut donner au lancement d'une application Java, c'est le XMX, donc, qui prend en valeur une quantité. Donc là, 2G, c'est pour 2 gigaoctets. Une des erreurs qu'on peut faire, c'est se dire XMX, donc c'est pour le taille maximum de la heap. Donc on lui donne 2 gigas et on peut se dire bon, c'est bon, j'ai positionné ce paramétrage-là, mon application ne consommera pas plus de 2 gigas. C'est faux, parce que ça concerne que la zone mémoire qui s'appelle la heap. Alors même si c'est normalement la plus grosse zone mémoire que va utiliser notre application Java, c'est pas la seule. Donc la heap, donc c'est le tas en français, hein, donc c'est là où la plupart des objets vont être alloués quand notre application Java tourne. Mais à côté de cette zone mémoire qui s'appelle la heap, on a tout plein de zones mémoire qui s'appellent non heap. Je vous en ai mis un certain nombre ici. Donc le metaspace, c'est ce qui s'appelait le permgen space, donc c'est des métadonnées sur nos classes, sur notre code Java. Le code cache, c'est une zone mémoire qui est utilisée par le JIT. C'est un compilateur qui optimise et qui s'occupe de notre code au run. Le thread, c'est la zone qui s'appelle le thread, c'est là-dedans où chaque thread stocke la mémoire qui concerne sa stack. Dans nos threads, on fait des appels de méthodes, on donne des paramètres à ces appels de méthodes. Toutes ces données-là, toutes ces références-là sont stockées dans la stack. Le garbage collection, c'est pour une zone mémoire pour le garbage collector, etc. Je ne vais pas tous les lister. Mais donc, il y a beaucoup de zones mémoire qui vont prendre de la mémoire en plus de ces 2 gigas. Donc, quand on a positionné XMX 2 gigas, on est sûr que notre application, la heap de notre application utilisera jamais plus qu'un octet de 2 gigas. Mais par contre, toutes les zones mémoire, les autres mémoires de notre application Java vont prendre de la mémoire. La heap, elle est simple à tailler. On a le paramétrage clair, simple, pour configurer ça. Toutes les autres zones, c'est nettement plus compliqué à tailler, à limiter. Je n'ai pas dit impossible. Je pense que si on cherche à limiter toutes les zones mémoire, je pense que ça risque d'être impossible. Mais par exemple, si on parle de la zone mémoire thread, il y a toujours moyen de limiter la taille maximum prise par une stack d'un thread. Du coup, si on fait une multiplication entre le nombre de threads et la taille maximum d'une stack, on va réussir à limiter. Bon, ça va pas être simple. On avait fait un travail donc, sur toutes nos applications Java de mesurer en fait, quand on lui donne tant de mémoire pour la heap, combien consomme la totalité de notre application. Ce qu'on a mesuré chez nous, dans notre contexte, typiquement quelque chose qui sera peut-être pas reproductible dans un autre contexte, c'est que systématiquement, la heap prenait au moins la moitié de la mémoire utilisée par l'application Java. Donc autrement dit, toutes les zones non heap étaient toujours inférieures à 50% de la mémoire consommée par l'application Java. Pour configurer la heap, donc le paramètre le plus connu, je pense, de tous, c'est le XMX. Donc ça, on en a parlé au slide juste précédent. Donc c'est une valeur pour tailler la heap et on ne dépassera jamais ce volume de mémoire. Ça ne vous aura pas échappé. On containerise beaucoup nos applications aujourd'hui. Et du coup, sur les conteneurs, on peut aussi donner une taille maximum de mémoire allouée à un conteneur. Ce qui fait un peu double emploi. Quand dans la vie d'un produit, d'une application, on va vouloir augmenter ou baisser la mémoire allouée à cette application-là, on va avoir et la limite donnée au conteneur et la limite donnée à la heap à bouger en même temps. Faut garder une certaine proportion. On risque de toucher une limite, pas l'autre. C'est pas très pratique. Du coup, c'est pratique. Dans l'écosystème Java, ils ont rajouté des paramétrages pour allouer une partie de la mémoire visible que voit l'application Java à la heap. Comme ça, on va pouvoir définir un pourcentage ou une fraction
Et comme ça va être calculé en fonction de ce que voit l'application Java. Et donc, ce que voit l'application Java, si on est dans un conteneur, c'est la limite qu'on aura donnée à ce conteneur-là. Donc, il y a un premier essai qui n'a pas duré très longtemps et qui est déjà obsolète, déprécié, qui était de donner une fraction. Donc, on pouvait donner 1 sur 1, ou 1 sur 2, ou 1 tiers, ou 1 quart de la mémoire visible à la heap. Et avec un paramétrage comme ça, on pouvait rien configurer entre 100% et 50%. C'était pas très pratique. Bon, ils ont vite corrigé le tir et aujourd'hui, on a deux paramétrages qui s'appellent maxRAM percentage et minRAM percentage qui permettent de définir un pourcentage de ce que voit l'application Java. Et comme ce que je dis au slide précédent, donc, nous, on a toujours constaté que la heap prenait au moins la moitié de la mémoire que consommait une application Java. Et du coup, ce qu'on a mis sur quasiment toutes nos applications Java, c'est on alloue la moitié de la mémoire à la heap, et du coup, toute la mémoire non heap consommant un peu moins, on ne dépasse jamais les 100% de mémoire, et tout se passe bien. Un dernier paramétrage dont je voulais vous parler, c'est le maxRAM. Ça, c'est par exemple si on n'est pas dans un environnement conteneurisé ou si on n'a pas de limite sur nos conteneurs, on peut positionner ce paramètre-là et notre application Java, elle va prendre cette valeur-là comme la mémoire qu'elle a le droit d'utiliser, la mémoire disponible visible. Et du coup, ce paramètre-là peut se conjuguer avec le maxRAM percentage, minRAM percentage, et ce pourcentage va être calculé sur la valeur qu'on aura donnée dans le paramétrage maxRAM. Un dernier point sur ce paramétrage-là, concernant le nommage des paramètres maxRAM percentage, minRAM percentage. Personnellement, je les trouve assez mal nommés. Il y a peut-être une raison. En général, ils ne font pas les choses au hasard, hein, les développeurs Java. Mais le maxRAM, minRAM, c'est pas du tout XMX, XMS, comme on avait l'habitude d'utiliser avant. Les deux sont un équivalent du XMX, donc la taille maximum de notre heap. C'est juste que maxRAM percentage, c'est le paramètre qui va être utilisé quand la mémoire disponible pour l'application Java est au-dessus d'environ 200 mégaoctets. Et il va prendre le paramétrage minRAM percentage quand on est en dessous de 200 mégaoctets. Voilà. Il y a un autre truc qui remplace le XMS, c'est le initial RAM percentage. Donc, nous, on met toujours les mêmes valeurs dans ces deux cas-là, parce qu'on ne veut pas, si un jour on descend en dessous de 200 mégas, que, oups, il y a un comportement très différent. Donc voilà pour la heap. Maintenant, j'avais envie de vous parler du garbage collector. Donc le garbage collector, si on le traduit en français, c'est un ramasse-miettes. En Java, comparé à d'autres langages, on s'occupe explicitement d'allouer de la mémoire, tout simplement avec le mot-clé new. À chaque fois qu'on va créer des objets, derrière, c'est de la mémoire qui va devoir être allouée pour contenir les valeurs de cet objet. Mais on ne s'occupe jamais de libérer la mémoire de ces objets-là, contrairement à des langages comme C. Et ça va être le travail du garbage collector. Le garbage collector ne s'exécute pas en permanence, il se lance à intervalles réguliers. Les garbage collectors, l'algorithme des garbage collectors, ils sont basés sur des algorithmes de type mark and sweep. Qu'est-ce que ça signifie mark and sweep? Ça veut dire que la première étape d'un garbage collector, c'est de fouiller toute la heap et de trouver, marquer les objets qui sont encore référencés, donc encore vivants, et les objets qui sont inatteignables, donc non référencés, qui vont pouvoir être supprimés et leur mémoire va pouvoir être rendue disponible pour l'allocation d'autres objets. Quelque chose qu'on entend souvent quand on parle aussi de garbage collector, c'est le stop the world. Un petit peu exagéré, le monde ne s'arrête pas de tourner, mais du point de vue de notre application, en tout cas, tous les threads, tous les traitements en cours dans notre application vont être mis en pause parce que le garbage collector, il n'arrive pas à faire tout son travail en parallèle de l'application et de son fonctionnement. Le garbage collector ne peut pas faire tout son marquage et son nettoyage quand les traitements sont encore en train d'allouer des objets, changer des références, des choses comme ça. Il y a toujours des phases du garbage collector où il a besoin de figer les choses, de nettoyer sa heap
et ensuite de relancer tous les traitements, tous les threads de notre application. C'est ces pauses-là, causées par le garbage collector, qu'on appelle les stop the world. La mission première du garbage collector, du coup, c'est vraiment de libérer le maximum de mémoire en le moins de temps possible. Libérer de la mémoire, comme ça, l'application va encore pouvoir tourner un moment sans que le garbage collector se lance, et en le moins de temps possible, parce qu'on vient de voir, quand le garbage collector est en action, eh ben, notre application va être en pause. C'est pas tout à fait 100% exact, mais j'y reviendrai dans quelques slides. Et pour faire ce travail, il y a une hypothèse qu'on appelle le weak generational hypothesis qui va être exploitée à fond dans le fonctionnement des garbage collectors. Cette hypothèse, c'est un constat sur les applications Java, c'est que la plupart des objets meurent très rapidement. Ça veut dire que la plupart des objets vont être créés puis déréférencés très très peu de temps après. Si on prend l'inverse, ça veut dire que seulement certains objets vivent très longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment être utilisé énormément par les garbage collectors. Pour vraiment exploiter cette hypothèse-là, le garbage collector, il va découper la heap en plusieurs zones mémoire. La première zone mémoire, ça va être la new generation, où justement on va y stocker les objets nouvellement créés, très jeunes. Et la deuxième, la old generation, pour les objets qui ont été créés il y a plus longtemps. Donc dans la old generation, on n'a qu'une zone qui s'appelle tenured, qu'une seule sous-zone, on va dire. Et dans la new generation, on a 3 sous-zones aussi. On a une première Eden et 2 zones identiques appelées survivor. On va voir juste après pourquoi. Pour comprendre un peu toutes ces zones-là, je vous propose de voir le parcours d'un objet entre sa création et qu'est-ce qui se passe après dans la durée de sa vie. Donc, quand on fait un new, c'est le moyen de créer un objet en Java, l'objet va systématiquement être créé dans la zone Eden de la zone New Generation. Ensuite, à un moment donné, va se produire un cycle de garbage collector. Donc, ce qu'on appelle un cycle de garbage collector, c'est quand une exécution du garbage collector se lance pour faire son nettoyage. Si l'objet n'est plus utilisé, hop, il est nettoyé, au revoir, merci, donc il n'y a plus de sujet. S'il est encore en vie, s'il est encore référencé, il va d'abord être migré de la zone Eden à la zone Survivor. Pourquoi 2 zones Survivor? En fait, entre 2 cycles de garbage collector, il n'y a toujours qu'une zone Survivor qui est utilisée. Donc c'est pas optimal au niveau de l'utilisation de la mémoire, mais c'est pour un ratio de performance versus utilisation de la mémoire. L'implémentation des garbage collectors préfère avoir une zone Survivor non utilisée entre 2 cycles et de gagner encore un peu en performance. Donc en fait, ce qui va se passer au premier cycle, c'est qu'on va fouiller la zone Eden et la zone Survivor qui contiennent des objets, et on va y mettre tous les objets qui sont encore référencés dans l'autre zone Survivor. Donc en fait, cette zone Survivor, c'est un peu une zone de passage. C'est pour éviter que les objets aillent trop rapidement dans la zone Hold. Je ne peux pas vous donner des chiffres précis parce qu'on va le voir juste après, il y a plein de garbage collectors différents avec des fonctionnements différents, des implémentations différentes. Environ, les objets vont pouvoir rester dans ces zones, enfin d'abord au premier cycle dans la zone Eden, puis dans les zones Survivor, pendant 15-16 cycles de garbage collector avant de se dire bon, il a survécu suffisamment longtemps pour être mis dans la zone Hold. Et donc, le garbage collector, il est content, il a mis les objets jeunes à un endroit, les objets vieux dans un autre. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que ici, il va y avoir toujours systématiquement beaucoup d'objets à désallouer. Donc pour lui, ça va être beaucoup plus intéressant de souvent nettoyer ces zones-là et beaucoup moins souvent nettoyer cette zone Old Generation. Donc c'est des exécutions différentes de garbage collector, donc qu'on appelle le Young GC, qui va être exécuté fréquemment et qui va avoir une bonne efficacité. Donc il va libérer beaucoup de mémoire en peu de temps.
Et de temps en temps, quand même, il est obligé d'aller faire le ménage dans la zone hold. Mais ça, c'est plus rare parce que plus coûteux en CPU, plus coûteux en temps, et donc en stop the word, en pause, et généralement moins rentable car il y a moins d'objets à nettoyer là-dedans. J'aurais pu prendre rapidement un exemple pour illustrer le weak generational hypothesis. Si on prend une application Java Spring, nos beans, de scope singleton classique, ils vont être créés, c'est des objets, les beans, ils vont être créés au début de l'application, ils vont vivre toute la durée de l'application Java et ils vont être détruits seulement quand notre application s'arrête. Typiquement, celui-là, ça sert à rien que le garbage collector aille le regarder à chaque cycle parce qu'il n'y aura jamais rien à faire dessus. Donc cet objet-là, il va assez vite se retrouver dans la hold et il va y rester. À l'inverse, on a loué plein d'objets dans une boucle. La boucle, elle fait plein de tours. À chaque tour de boucle, ça désalloue les objets si on les a déclarés au sein de la boucle. Ou alors un autre exemple, un endpoint qui répond rapidement en quelques millisecondes. On va avoir créé un DTO, un objet métier, une entité. On va avoir répondu, boum, tous ces objets-là sont plus référencés. Donc tous ces objets, dans ces deux exemples-là, tous ces objets-là, ils vont être créés ici et très très peu de temps après, ils ne vont plus avoir d'utilité, donc ils vont pouvoir être nettoyés. J'avais évoqué le fait qu'on a le choix entre pas mal de garbage collector en Java. Je vous les ai tous listés ici. Alors, excepté le dernier dont on parlera à la fin, le Epsilon GC. Donc c'est dans l'ordre d'apparition chronologique dans la JVM. On a d'abord eu le droit à un serial GC, puis un parallel GC, un CMS, rien à voir avec Content Management System, c'est pour concurrente Mark and Sweep. Mark and Sweep, le nom de l'algorithme, et concurrente, parce que c'était un des premiers GC à pouvoir faire une partie de son travail en parallèle de l'exécution des threads. Donc c'était déjà une belle avancée parce qu'on n'était pas obligé de faire un stop the word sur tous les threads de l'application sur l'entièreté de l'exécution du garbage collector. Je vais les décrire au fur et à mesure en fait. Serial GC, ça c'est un vieux GC qui n'est pas capable d'exploiter plus d'un CPU, plus d'un cœur de CPU. Donc il est mono-threadé. Quand on donne qu'un cœur à notre application et qu'on n'a pas une heap trop grosse, c'est un GC encore tout à fait pertinent. Parallel GC, donc qui commençait à pouvoir exploiter plusieurs threads. Donc CMS vient d'en parler. Il a été déprécié et même supprimé. Déprécié en Java 9 et supprimé en Java 14, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça avait fait un peu débat, parce que c'était un GC qui a été énormément utilisé. S'il a été supprimé, de ce que j'ai compris, c'est que le suivant, G1, est toujours meilleur aujourd'hui que le CMS. Donc, au revoir CMS. Le G1, il a eu des avancées aussi assez intéressantes. Je vais vous en citer deux. Donc, on a vu juste avant que le garbage collector découpait la heap en new generation, old generation. Pour tous les GC précédents, donner une taille fixe à ces zones-là et ça ne bougeait pas de toute la durée de vie de notre application. Le G1, il est un peu plus intelligent que ça. Il va pouvoir faire varier ces zones-là selon ce qu'il détecte de ses besoins. Donc ça peut être intéressant si une application a besoin de plus de new ou de plus de old. Le G1 à l'exécution va pouvoir s'adapter à ça. Il a une deuxième optimisation, c'est en fait, au lieu de faire des copies entre ces différentes zones-là, il va prendre toute la heap, il va la découper en petites cases, et en fait, ces cases-là, dans la durée de vie de l'application, vont pouvoir être après un cycle de la New Generation, après un autre du Survivor, après un autre du Old. Donc en fait, au lieu de déplacer des objets toujours entre les zones, il va changer l'étiquette, en gros, d'une zone mémoire de la heap, pour dire qu'un jour c'est de la zone new, un autre jour c'est de la zone old. Donc ça fait moins de déplacement d'objets, c'est un peu plus efficace. Et ensuite les deux derniers, ZGC, Shenandoah, c'est des garbage collectors qui sont nettement plus complexes et qui sont adaptés à des besoins d'avoir des pauses très très courtes.
de l'ordre de quelques petites millisecondes, le tout sur des heaps potentiellement très grosses. Très grosses, on va parler de plusieurs dizaines de gigaoctets. Bon, avec une description comme ça, on a l'impression que plus on descend, mieux c'est. Il y a quand même un retour de bâton, si je peux dire. C'est que, c'est ce que j'ai symbolisé là ici, c'est que donc plus on descend, plus les pauses sont courtes, plus on est capable de gérer des grosses heaps. Mais ça a un revers, c'est la consommation CPU et mémoire utilisée par le garbage collector. En gros, plus on est haut, plus c'est basique, plus les pauses sont longues, mais plus l'exécution de garbage collector consomme peu de mémoire et peu de CPU. Et plus on descend, plus ça va être gourmand en CPU et en mémoire. Donc voilà, c'est à nous de choisir l'entre-deux qui nous convient. Et le dernier, il est assez fun, Epsilon GC. C'est un GC, quand il se lance, il fait rien. Donc il est hyper performant, il fait aucune pause. Bon, par contre, les objets s'allouent dans la heap, et quand il n'y a plus de place, crash, au revoir, merci. Je suis pas sûr que j'ai envie d'utiliser ça en production, mais juste pour l'anecdote, ça m'a fait rire. Ok, du coup, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos du garbage collector. Maintenant, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de place dans notre zone, dans notre heap. Je vais vous parler de 3 cas, un petit peu caricaturaux. Souvent dans la vraie vie, c'est un peu un mélange de tout ça, mais je vais vous parler de 3 cas pour un peu comprendre les différents états dans lesquels on peut se trouver quand la heap est pleine d'objets. Le premier cas, très basique, très simple, la heap est pleine, mais globalement, essentiellement d'objets non référencés. C'est juste pas un sujet, c'est la vie normale d'une application Java. Un cycle de garbage collector se lance, il libère la mémoire, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. En fait, c'est ce qui se passe dans une application qui n'a absolument pas de souci. Quand on observe l'utilisation mémoire au sein de notre heap, on a toujours des graphiques, comme je vous ai mis à droite, en dents de scie. Parce qu'en fait, le garbage collector, il va éviter de se lancer tout le temps. Il se lance quand il y a besoin. Donc, il se lance, hop, la courbe descend fort, parce que du coup, il y a plein de mémoire qui est devenue disponible. On alloue des objets, on s'approche de la limite. Quand on s'approche trop de la limite, le garbage collector, il se dit, tiens, j'ai besoin de faire un coup de nettoyage, ça redescend, ça remonte doucement, ça redescend vite, etc. Quand on regarde l'utilisation de la heap d'une application qui va bien, on a toujours ces dents de scie. Donc ça, c'est en fait quand tout va bien. Deuxième cas, quand la heap est pleine d'objets référencés par un seul thread. Je vais prendre des exemples pour comprendre dans quel cas on peut se retrouver dans ce cas-là. Imaginons, on fait une erreur grossière, on fait une méthode qui récupère 1 million de lignes dans notre base de données. Dans notre heap, on n'a pas la place pour faire les équivalents objets de ces millions de lignes. Donc ça ne va pas rentrer. La heap, la JVM, je pense qu'elle est implémentée de manière très intelligente partout. Après, des missions impossibles, elle ne sait pas faire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, le thread va faire une demande d'allocation mémoire après un new d'un objet que la JVM ne va pas pouvoir résoudre parce qu'il n'y a plus de mémoire dans la heap. Et du coup, à ce moment-là, la JVM throw une exception, out of memory error, avec le joli message Java heap space. Donc là, ça veut dire, tu me demandes de la mémoire, mais là, vraiment, je ne peux plus t'en donner. Donc une exception, cette exception va avoir pour effet d'arrêter le traitement. Du coup, tous les objets référencés par ce traitement, par ce thread, vont devenir non référencés. Le cycle de GC suivant va libérer la mémoire et l'application Java va pouvoir retomber sur ses pieds. Alors, ça veut dire qu'à terme, l'application Java va redevenir en bonne santé. C'est pas sans conséquence non plus. Alors déjà, il y a un traitement qui n'aura jamais terminé. Donc, à voir la criticité de ce traitement-là, mais bon. Et deux, avant que cette exception arrive, on va quand même avoir un ralentissement de l'application parce que la JVM
c'est pas un devin, elle va pas savoir qu'elle va pas, elle va pas réussir à répondre aux demandes de ce thread-là, et du coup, la heap va avoir de moins en moins d'objets à pouvoir à désallouer dedans. Du coup, le GC va se lancer de manière très régulière à la fin, quand la heap va avoir très peu de mémoire disponible, et du coup, on va avoir un ralentissement de l'application avant d'avoir l'arrêt de ce thread. Donc c'est pas totalement sans conséquence, même si à terme l'application retombe sur ses pieds. Et le dernier cas, encore un petit peu plus dramatique, c'est quand la heap est pleine d'objets référencés par tous les threads. Donc pareil, je vais m'expliquer là-dessus. Si je prends à nouveau l'exemple d'une application Java Spring, sur les bins, toujours scope, singleton classique, on peut très bien référencer des objets. C'est pas toujours conseillé, mais pourquoi pas, et puis dans certains cas, il y en a besoin. Et si c'est des objets qui sont référencés sur des objets sur des bins, qui sont même des objets de ce type-là, eh ben, c'est des objets qui sont accessibles de tous les threads de notre application, et du coup qui sont référencés de tous les threads de notre application. Du coup, ça va ressembler un petit peu au cas précédent. Il y a plus de place disponible dans la heap. Du coup, il y a un thread qui va faire la demande de trop. La JVM va pas pouvoir répondre à sa demande. La même exception va se produire. Le traitement va s'arrêter. Mais en fait, c'est pas ce traitement-là qui portait beaucoup d'objets qui vont pouvoir être libérés, mais ça libère peu ou pas de mémoire. Parce que la mémoire qui est encore référencée par cet objet accessible de partout, va pas être désallouée. Donc on n'est pas bien dans ce cas-là. Et peut-être que dans nos incidents, on était dans ce cas-là. J'avais envie un peu de vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce dernier cas là que je viens de vous décrire. Alors si je commence en haut à gauche, donc on est dans un cas où la heap elle est remplie d'objets vivants, donc la mémoire elle est insuffisante pour allouer de la mémoire à nos objets, à nos demandes de création d'objets. Du coup, va se produire un cycle de YoungGC pour essayer de libérer de la mémoire. L'application va donc subir un petit stop the world, une pause. Quand on a des pauses, je prends le cas que je connais, et du cas assez classique aujourd'hui, c'est des applications web. On a des temps de réponse élevés qui augmentent. Après, c'est un peu mathématique. Si chaque requête, on met plus de temps à les traiter, et à un instant T, on va avoir de plus en plus de requêtes à traiter en parallèle. Donc les requêtes entrantes s'empilent, et on a de plus en plus de requêtes à traiter en parallèle. Donc de plus en plus de threads qui travaillent en parallèle, donc de plus en plus de demandes d'allocation mémoire, et on sent qu'on n'est vraiment pas bien. C'est une spirale qui ne va pas bien se terminer. Petit aparté, on a fait plusieurs changements de réglages comme ça, de paramétrage sur nos applications. Quand on commence à être dans un cas comme ça, petit à petit, on va avoir des temps de réponse horribles, de l'ordre de longues secondes, puis de minutes. On n'est pas bien. Et en fait, l'utilisateur en face va pas attendre le résultat de la requête. Donc en fait, notre application elle est en train de faire des traitements inutiles que l'utilisateur n'attendra pas. L'utilisateur, nous on est impatient au bout de quelques secondes, alors peut-être que sur une application métier comme la nôtre, ils sont un peu plus patients. Non, au bout d'un moment, il fait F5, il ferme son onglet, il rafraîchit, il fait quelque chose, mais il n'attend pas pendant 2 minutes le résultat de ses requêtes. Du coup, ça sert à rien d'empiler, de vouloir traiter toutes les requêtes entrantes quand on commence à être dans un mauvais état comme ça. Donc vraiment, ce qui aide à se rétablir plus vite d'incidents comme ça, c'est d'avoir mis des time-out et des limites vraiment un peu partout. Si vos applications en temps normal, en charge un peu forte, elles traitent, je sais pas moi, maximum 30, 40, 50 threads en parallèle, il faut mettre une limite à 60, 70, 100, je sais pas, on peut se dire, on veut encaisser une charge un peu forte. Mais si vous mettez 1000, c'est seulement dans ces moments-là où vous allez empiler 1000 requêtes en attente. Et ça va pouvoir avoir effet de énormément ralentir le rétablissement de votre application, si elle y arrive un jour, et inutilement, parce que voilà.
Si elle a moins de choses à dépiler pour sortir la tête de l'eau, tout va mieux se passer. Il y a quelque chose qui peut encore empirer ce cycle-là, c'est, on voit qu'on va faire beaucoup de tours comme ça, donc on va faire beaucoup de Young-GC. On a vu quand je vous ai détaillé les différentes zones de la heap créées par le GC, que à chaque cycle de Young-GC, il va incrémenter donc un compteur sur nos objets et au bout d'environ 16, hop, il passe dans la Old Generation. Et ben, du coup, le temps entre passer de la New Generation à la Old Generation, c'est pas une durée, en secondes, millisecondes, c'est au bout d'un certain nombre de cycles GC. Mais si le GC s'exécute plein de fois en très peu de temps, ça va pouvoir avoir comme effet de faire foncer nos objets vers la zone de la heap qu'on appelle la Old Generation. Et quand tous nos objets se retrouvent dans la Old Generation, eh ben, il va falloir faire du ménage dans la Old Generation. Donc on va avoir des cycles Old GC. Et on a vu que ces cycles de Old GC consommaient beaucoup de CPU, prenaient plus de temps pour un moins bon résultat. Donc des pauses encore plus longues, donc encore pire, le même cycle, mais en pire. On n'est pas bien. Et quand on arrive vraiment dans des mauvais cas, on arrive à des moments où notre application, elle répond plus pendant de longues secondes, voire de longues minutes. On a expérience, on a rencontré tous ces cas-là. Ok, donc on a vu qu'est-ce qui se passait quand notre heap était pleine. Maintenant, quand on avait commencé à comprendre ça de nos incidents, on avait besoin de savoir mais qu'est-ce qui remplissait notre heap. C'est quand même ça, l'information utile pour résoudre le problème. Pour comprendre quels sont les objets qui sont dans notre heap, il y a quelque chose qu'on peut faire avec l'outillage d'un JDK. C'est un heap dump. Donc ça prend la heap, ça la dump dans un fichier. Donc, alors il y a des méthodes plus récentes que celles qu'on a utilisées qui s'appellent Java Flight Recorder. D'ailleurs, il y a eu une conf hier qui en a un petit peu parlé. Bon, il se trouve que le Java Flight Recorder, plus léger, plus moderne, si je ne dis pas de bêtises, il a commencé à être disponible en Java 9, et là, à l'époque, sur cette application-là, on était en Java 8. Perdu. Donc, on s'est rabattu sur un outil plus vieux, plus classique, qui s'appelle un heap dump, mais qui apporte aussi plus d'informations que le Java Flight Recorder. Donc ça copie l'intégralité de notre heap dans un fichier. Après, ce petit fichier, on peut le mettre sur notre poste de développeur et on peut l'ouvrir avec un outil qui s'appelle Eclipse Memory Analyzer. Il y en a d'autres qui sont capables de faire ça. Bon, on a choisi ce premier-là. Dans cet outil-là, il y a pas mal de fonctionnalités, plusieurs onglets. Il y en a un qui nous a intéressé particulièrement, c'est Leak Suspect, donc des suspicions de fuite mémoire. Et c'est lui qui nous a servi sur un plateau vraiment toute l'information dont on avait besoin. Donc le camembert, ça représente tout l'espace, toute la mémoire occupée par notre heap. Et là, c'est écrit un peu petit. Donc là, il y a leak suspect 1, leak suspect 2. C'est les deux parts de camembert bleu-verte. Donc il y en a une qui prend la moitié de notre heap, enfin environ la moitié de notre heap, et un autre qui prend environ un gros quart de notre heap. Et je vous l'ai écrit en plus grand ici, donc c'était écrit en dessous, donc je vous l'ai recopié ici. Ce qui était écrit, c'est une première suspect de fuite mémoire. C'est une classe qui parlait de Matrix, qui occupait 28% de la heap. C'est beaucoup. Et un deuxième suspect, 277 instances de trucs qui parlent de EH cache et qui occupent presque la moitié de notre heap. On ne savait pas. Qu'est-ce que c'était ces deux choses qu'on peut appeler des fuites mémoire, hein, clairement. Bah, c'est pas de la mémoire qui était inatteignable, mais c'était de la mémoire qui en consommait des quantités astronomiques, enfin des consommations de mémoire astronomiques. Le premier, EH cache, c'est donc un cache Java qui, dans notre contexte, était utilisé pour un cache L2 Hibernate. Bon, je ne vais pas en parler longuement. Le cache L1
c'est du cache qui sert pour un traitement, donc en gros le traitement d'une requête. Le cache L2, c'est un cache qui a une durée de vie bien plus longue et qui va pouvoir être utilisé entre plusieurs requêtes. Et ce cache L2 pouvait occuper jusqu'à 50% de notre heap. Gloops. Le deuxième cas, c'était des métriques. Là, c'est assez ironique parce que on se disait, on n'a pas assez de métriques sur notre application. Bon, eh ben, on va exposer des métriques. On expose des métriques. On implémente ça. Ce n'était pas une application qui était en Spring. Du coup, on l'a fait un peu plus à la main et on a exposé des métriques dans le but d'être collectées par Prometheus. Seul petit souci, ces métriques n'expiraient jamais. Donc, ce qui est exposé pour Prometheus, c'est des moyennes, des médianes, des 85 percentiles de temps de réponse, de nombre d'appels sur tel endpoint, etc. Plein d'informations très très utiles. Sauf que ces informations-là étaient stockées à vie dans notre application. Ça ne va pas bien se passer au bout d'un certain moment que l'application n'a pas redémarré. Donc c'est là quand on a fait plusieurs heap dumps sur notre prod. Ah oui. Chose que je ne vous ai pas dit aussi, faites pas des heap dumps n'importe quand, tout le temps sur votre prod, parce que ça fait des petites pauses aussi, les heap dumps. Donc dans notre cas, dans notre prod qui était complètement en sucette, on n'était plus à une petite pause près, et c'était beaucoup plus important pour nous d'avoir l'information, parce que je pense que les utilisateurs n'auraient pas vu la différence. Sur une prod qui va bien, qui a besoin de temps de réponse incroyable, je pense que la pause du heap dump, on se pose quand même la question. Donc voilà, aucune purge sur ces métriques, donc ça grossit à l'infini. Donc dans les deux cas, on est vraiment dans le cas où c'est des objets qui sont accessibles de tous les threads. Donc on aura beau tuer des threads avec des exceptions out of memory, ces objets-là ne seront jamais désalloués. Le dénouement. Parce que ça se finit bien quand même cette histoire, ouf. On a regardé de plus près l'usage du cache L2 Hibernate avec quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps, je pense. Mais il y a des métriques très importantes quand on parle de cache, par exemple le hit ratio, c'est-à-dire le nombre de fois où on utilise vraiment le cache ou il nous est utile. Pour la plupart des entités qui étaient en cache pour nous, il était mais affreux. Donc en fait, on a pu supprimer plus de 90% des caches sur nos entités Hibernate et sans rien changer des performances de notre application. Voilà. Donc ça, c'est une petite annotation qu'il y avait sur toutes nos entités Hibernate, qui s'était répandue à coup de copier-coller partout, je pense. C'était pas une bonne idée. Je vous l'ai dit tout au début, on est une équipe d'une vingtaine de développeurs qui doit s'occuper de la prod, des évolutions, des corrections de bugs. On s'est dit qu'on ne pouvait pas être sur tous les fronts, donc on a juste purement et simplement supprimé l'exposition de développement maison, de l'exposition de ces métriques, et on l'a remplacé par un outil payant d'application performance monitoring, d'outils d'APM. C'est des choses donc, qui font d'une manière beaucoup plus simple, parce que ça s'intègre relativement vite, mais qui du coup s'occupe d'exposer toutes ces métriques, de les collecter, et même un peu plus. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut être raisonnable et prendre des solutions sur étagère quand on ne peut pas être sur tous les fronts. Ah oui, et dernier souci, parce que quand on a regardé sur le capot et qu'on a bien regardé tout ce qui se passait dans notre JVM, on est tombé aussi sur une grosse anomalie. Donc il y a deux zones dans la heap, la New Generation et la Old Generation, et par un paramétrage qu'on n'a jamais trouvé, la New Generation faisait 200 mégas et la Old Generation faisait au moins 3 gigas. Donc quand on dit qu'il faut... le garbage collector essaye d'avoir le maximum d'objets dans la New Generation pour pas que ça finisse dans la Old, quand on a une aussi petite zone de New Generation, ça va pas bien se passer. Donc on avait plein d'objets qui fonçaient vers la Old, alors que c'était pas quelque chose de voulu. On a résolu le problème en changeant le GC tout simplement. Le CMS qui allait être déprécié, en plus on l'a modifié pour utiliser le G1. Un mot très rapide sur le monitoring d'une JVM. Maintenant on en fait, on n'a pas envie de revivre cet épisode, du coup on a mis tout ça en place. 2 points je pense sur tous les éléments dont je viens de vous parler. Il faut, je pense, vraiment pouvoir détecter un dysfonctionnement d'un garbage collector.
Il y a plusieurs métriques qui peuvent nous aider à détecter ça. C'est déjà de surveiller l'usage CPU du garbage collector. C'est quelque chose qui peut être exposé assez facilement. Et en plus, il peut se distinguer entre l'usage du CPU pour les cycles de la Young Generation et pour les cycles de la Old Generation. Comme la Old Generation, dans une application qui va bien, est quasiment jamais regardée, dès que vous avez de l'usage CPU important sur la Old Generation, c'est déjà probablement qu'il y a un loup. On peut aussi monitorer la durée d'exécution des garbage collectors et les pauses dues par les garbage collectors. Je vous conseillerais vraiment très fortement aussi de surveiller l'usage de la heap. Donc, il y a plusieurs tailles qui peuvent être explorées, la use, la committed, la max. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est très bien documenté. Et la taille aussi des zones new et DN survivor old. Ça aide à voir qu'est-ce qui se passe dans notre application. Et quelque chose qu'on a mis en place aussi, je vous conseille très fortement de mettre de l'alerting. C'est bien d'avoir un dashboard qui expose ça. Après, peut-être qu'on ne va pas y aller au bon moment. Aujourd'hui, on est prévenu dans la minute dès qu'on a des seuils qui sont dépassés sur toutes ces métriques-là. Et c'est vraiment très confortable parce que c'est l'information qui vient à nous. C'est vraiment agréable. Petite chronologie de cet épisode-là. J-15, je vais dater J0 du moment où on s'est dit, bon là on a vraiment trop de problèmes, on va mettre les bouchées doubles pour résoudre ce problème. J-15, l'ajout des métriques non purgées, qui va être une bonne partie de nos problèmes. J0, on constitue une équipe performance, parce que là on se dit, nos utilisateurs ils ont trop la vie dure, il faut faire quelque chose. J+15, on observe les trous de log. Les trous de log qui étaient causés à cause des stop the word de notre garbage collector. Mais pas de bol, au début, on a cru à une défaillance de notre logging, de nos outils de logging. On s'est dit, bon, ça se passe tellement mal qu'on perd des logs. Non, c'est juste qu'il n'y en avait pas parce que l'application elle était complètement en mode pause. Après, c'est facile de dire ça, mais sur le coup, on n'a pas tout de suite corrélé les deux choses. Pendant 2 mois, en gros, on a poussé énormément d'optimisation. On a fait des choses qui, a posteriori, étaient inutiles. On a fait intervenir un DBA. Non, c'est pas notre base de données qui allait pas bien, mais on cherchait vraiment partout parce qu'il fallait trouver des solutions. Bon, je passe un peu des choses. J+40, on effectue le hit dump qui nous sert sur un plateau tous nos problèmes. Donc là, on a mis les bouchées doubles sur les 2 problèmes, le cache Hibernate et la suppression de nos métriques maison. Et donc 1 mois et demi pour comprendre précisément le problème, parce qu'on était aveugle sur cette JVM, 1 semaine pour développer, qualifier, mettre en prod et rendre la vie plus agréable à nos utilisateurs. Donc là, c'est vraiment, s'il y a une chose que je retiens de cet épisode-là, c'est vraiment que rien ne vous renseigne sur votre JVM, à part les métriques de la JVM. Et un petite autocritique que je me ferai aussi, c'est je pense que ça a pu m'arriver de penser que les gens qui en savaient très long sur la JVM, les garbage collectors, ça servait pas à grand chose parce que globalement tout se passait toujours bien et que c'était un peu pour briller la pause café. Moi, en ayant vécu ça, je me dis que des fois, dans la vie réelle, ça a vraiment une utilité. Merci beaucoup. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez scanner ce QR code. Je suis preneur de vos remarques. Et je vois qu'il reste 0 minutes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps pour des questions? Non. Bon. J'aurais bien voulu, désolé. Merci encore à vous.